Donc bonjour à tous. Donc vous m'entendez tous? Donc on va commencer ce webinaire organisé aujourd'hui par l'Institut des Arts Inclusifs et la compagnie Le Cercle Carré. Donc tout d'abord, on vous remercie de votre présence à ce webinaire, le premier d'une riche collaboration entre nos différentes structures. Donc voilà, on est ravis d'être là et de vous accueillir. Donc tout le monde n'est pas connecté encore, je pense, mais bon, on va démarrer pour pouvoir tenir le timing. Donc, je vous partage mon écran. Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire La compétence artistique au-delà de la vulnérabilité. Tout d'abord, un petit point logistique. Donc, en tant que participant qu'inscrit, vous ne pouvez pas utiliser votre micro ou votre caméra. Mais nous vous invitons à nous poser des questions et vos commentaires sur la boîte de dialogue questions-réponses Q et R que vous avez tout en bas de votre écran dans la barre de tâches. Et enfin, dernier petit point, n'oubliez pas de répondre à l'enquête de satisfaction qui vous sera proposée à la fin de ce webinaire afin qu'on sache si tout cela vous plaît. Donc, tout d'abord, un petit point sur les organisateurs de ce webinaire. L'Institut des Arts Inclusifs et la compagnie du Cercle Carré. Donc, je vais donner la parole à l'Institut des Arts Inclusifs qui va se présenter. Donc, Cécile. Bonjour à tous, donc je suis Cécile Martinet, je suis la directrice de l'Institut des Arts Inclusifs ADAPI VAR Méditerranée. La mission principale de l'INAIS, de l'Institut, est de faire de la culture un laboratoire de l'inclusion et de l'insertion professionnelle des populations fragilisées. Parfait. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sabrina Warnery de la compagnie Le Cercle Carré. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Sabrina Warnery, je suis responsable de la compagnie de théâtre Le Cercle Carré, qui est la compagnie professionnelle de l'ADAPI de Loire-Atlantique. Donc l'ADAPI, c'est une association de parents et d'amis qui accompagne près de 3000 personnes en situation de handicap dû à un trouble du neurodéveloppement, donc déficience intellectuelle, autisme, un polyhandicap ou un handicap psychique. Parfait, merci beaucoup Sabrina. Donc en quelques mots, nos différents intervenants que vous allez pouvoir voir aujourd'hui. Donc Mohamed Goul, qui est le cofondateur du programme Approche, qui vient tout droit du Québec, donc là-bas il est le matin. Thierry Seguin, le directeur du Centre national pour la création adaptée, qui nous fait l'honneur de sa présence, et Lucie Quarta, qui est danseuse pour la compagnie Sixième Sens, étudiante en informatique et qui nous offrira un beau témoignage de son parcours en tant qu'artiste. Voilà, le déroulé du programme. On va commencer par, je vais laisser la parole à Mohamed. On va revenir en plein écran parce que c'est quand même plus sympa de voir tout le monde. Voilà, donc je quitte l'écran. Et je laisse la parole à Mohamed. Tout d'abord, vous rappelez le thème de ce webinaire, la compétence artistique au-delà de la vulnérabilité. Juste vous dire que le choix de ce thème, c'était un choix assez collégial pour être au plus proche de la réalité de terrain, au plus proche de celles et ceux que nous accompagnons dans le déploiement de ces fameuses compétences dont on a envie de parler aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à Mohamed Goul qui va nous raconter son expérience auprès du programme Approche et de l'impact de ce programme sur les compétences des personnes avec qui il travaille. Bonjour tout le monde, alors voilà, je suis au Québec actuellement, ça fait à peu près 21 ans que je suis, pas à peu près, 21 ans que je suis arrivé au Québec. Donc je suis originaire de la Picardie, je pense que vous connaissez un peu, au nord de Paris. Je suis éducateur de formation de base, j'ai travaillé en IME beaucoup à Paris et j'ai intégré l'art très rapidement au début de ma pratique, surtout pour le plaisir d'être ensemble. Et lorsqu'on parlait justement de compétences artistiques, on mettait beaucoup les personnes handicapées à l'extérieur de cette idée-là à l'époque.
Et tous ceux qui pouvaient avoir accès à la musique, c'était souvent des personnes qui avaient une compétence, je dirais, innée ou naturelle face à une pratique d'un instrument ou d'un art. Et donc, tous les personnes qui n'exprimaient pas ou qui ne montraient pas un intérêt ou une compétence, ben, on considérait qu'il n'était pas nécessaire qu'ils puissent pratiquer l'art. Donc moi, j'étais un petit peu en porte-à-faux avec cette idée-là. Donc j'ai démarré les percussions contre toute attente. Il y a eu une très très belle réponse. Mais en France, à l'époque, en 2000, en 98-2000, on m'a fait comprendre que ce n'était pas nécessaire d'aller plus loin dans cette démarche-là. Entre-temps, j'ai rencontré euh, le Québec, qui était venu lors d'un événement à Paris. On appelle ça un centre de réadaptation, qui eux souhaitaient vraiment développer la pratique artistique pour développer les compétences à la fois artistiques, mais aussi des compétences sociales par rapport à la réinsertion, l'insertion sociale de ces personnes-là et dans la société. Donc on parlait beaucoup d'art adapté, d'art inclusif à l'époque, mais vraiment à petite échelle. 20 ans après, c'est beaucoup plus présent, puis je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de ma présentation. Donc moi, je me suis intéressé beaucoup au rythme, beaucoup au rythme, et pour comprendre ce qui se passait, pour être tout à fait libre dans ma rencontre avec les participants, les musiciens, les artistes, les familles, ben, tout a été filmé. Donc pour vous donner une idée, on a commencé à filmer ces ateliers-là en 2000, on est en 2021, on approche à peu près aux 30 000 heures d'archives. Alors, bien évidemment, je ne suis pas tout seul, hein. Ce matin, je me présente à vous tout seul, mais il y a toute une équipe. Je travaille pour une organisation qui s'appelle la Gang à Rambrou, qui est située à Montréal, hein, où on est à peu près 8 médiateurs artistiques dans différentes disciplines. Et moi, je m'occupe vraiment de la portion rythmique, hein. Donc développer la concentration, développer l'estime de soi, développer l'appartenance sociale, et très rapidement de se mettre en processus de création pour pouvoir à un moment donné s'identifier à sa réalité, à ses émotions, comme tout artiste, puis peut-être à un moment donné à le partager. C'est ce qu'on fait aussi actuellement. Il n'y a pas plus tard que dimanche dernier, malgré la pandémie, on a réussi à monter un opéra avec l'Opéra de Montréal, et on a pu mettre sur scène une quarantaine d'artistes autistes, déficients intellectuels, qui ont travaillé toute l'année, malgré la pandémie, des fois sur Zoom, des fois en présentiel, avec des masques et tout ça. Mais on a pu offrir à la population une offre culturelle inclusive. Donc, l'idée, c'était de savoir comment faire pour que l'art soit accessible, pour que l'art développe les compétences à la fois artistiques et sociales. Et on a voulu réfléchir. Et ici, en Amérique du Nord, contrairement à la France, je crois, en tout cas, vous pourrez me reprendre, on pourra en discuter puis échanger là-dessus, ils sont très forts sur la recherche. Ils veulent très rapidement comprendre lorsqu'il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, en 2004, une université qui s'appelle l'université de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région qui est à 7h30 au nord-ouest de Montréal, donc entourée de lacs, bien évidemment. C'est des paysages magnifiques pour ceux qui connaissent un peu le Québec. Et donc voilà, ils se sont intéressés aux ateliers. Étant donné qu'on a tout filmé, ils ont pu se baser sur ces ateliers-là. Moi, je suis arrivé ici avec l'idée de faire un projet et non pas de faire de la recherche. Et je suis tombé dedans un petit peu à cause des bons résultats que toute l'équipe on a pu réussir à avoir. Donc, la recherche est intéressée. Il y a une vidéo qui a été sortie, je pense que Cyrielle va le partager par la suite hein, sur la discussion, la vidéo du chercheur André Gagnon, qui explique un peu les effets de ce programme. Et l'un des effets le plus important, c'est que des personnes qu'on appelle des personnes qui sont en institution, donc non-verbaux, avec beaucoup de troubles de comportement, et ben, après 21 jours de rencontres artistiques, ils sont passés de 33% à 64% d'intérêt à interagir avec l'environnement. Donc pour nous, c'était une donnée hyper importante parce que ça montrait que l'art amenait le goût d'interagir déjà. Et donc, un développement de la concentration. Donc, on a eu beaucoup d'effets très, très positifs de cet exercice-là. Il y a tous les résultats sont disponibles. Hein. On vous mettra ça en lien. Donc, à partir de là, on a poursuivi la démarche. Mais quand on parle d'inclusion, à un moment donné, l'idée, c'est est-ce qu'on fait des groupes que de personnes autistes? Est-ce qu'on fait des groupes que de déficients intellectuels? Parce que même au Québec, en 2005-2007, on disait souvent un programme pour, excusez-moi l'expression, une population cible, ou ici on dirait une clientèle. Donc, et pour moi, l'art est vraiment inclusif dans sa forme et dans la forme qu'on la pratique. Donc, on a vraiment, souvent les gens pensent que j'ai créé un programme pour l'autisme, mais on n'a pas créé un programme pour l'autisme, on a créé un outil de communication pour tout le monde. Et l'autisme m'a toujours intéressé depuis l'âge de 19 ans.
Et je ne comprenais pas en tant que personne comment ça se faisait qu'avec autant de connaissances, on n'arrivait pas à percer un peu ce qui se passait dans cet univers-là pour les intégrer dans la société et qu'ils fassent partie prenante. Donc, pour faire partie prenante d'une société, il faut développer des compétences ou avoir accès à des moyens pour en développer et ne serait-ce aussi en découvrir. Donc, voilà un petit peu le leitmotiv de mon projet. Donc, ce programme a été reconnu en 2007 et depuis 2007, on poursuit les recherches, on poursuit le travail avec une nouvelle université qui est l'université de McGill avec le professeur Ève-Marie Quentin. Et là, vraiment, ce que je trouve hyper intéressant dans la démarche, c'est qu'on mélange tout le monde. C'est-à-dire qu'on va dans les écoles, puis on prend des autistes, on prend les élèves qui sont là du même âge, et on mélange tout ce bon monde-là, et on présente le médium qui est le rythme. Mais je tiens à préciser que le rythme, c'est vraiment un élément d'introduction. Après, il peut y avoir la guitare, du piano, du violon, de la flûte, du saxophone. On peut vraiment, après, partir dans différentes choses. Bien évidemment, on intègre la danse. C'est ce qui a fait que j'ai rencontré Cécile Martinez et puis que je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Et donc, pour moi, le rythme, la danse, la voix sont trois domaines très complémentaires. Et je ne m'étendrai pas plus là-dessus parce qu'on a un collègue qui va parler de ça, mais nous aussi, on fait du théâtre ici aussi à Rambrou. On a aussi une compagnie de théâtre. Donc, on est vraiment dans l'inclusion artistique et on est vraiment implanté dans la société québécoise. C'est-à-dire que ici, l'inclusion, là, on travaille beaucoup avec l'Opéra de Montréal, avec la Place des Arts, qui sont des grosses institutions, les conservatoires. Il y a de plus en plus d'ouverture. Et le programme Approche arrive vraiment, je dirais, au bon moment pour pouvoir présenter une méthodologie très simple à la base. Ce qui est très complexe, c'est d'analyser tout ce qui se passe dans les ateliers après qu'il se soit vécu. Donc, à partir de là, on se retrouve actuellement dans 3 écoles, dans 2 institutions, je dirais IME, l'équivalent des IME en France, Institut médico-éducatif. On se retrouve dans les centres communautaires aussi, ce qu'on appelle en France les associations loi 1101. Ici, on appelle ça les centres communautaires, les organismes communautaires. Donc, et de plus en plus, on répond à un besoin, à une demande de la population aussi, parce que l'offre culturelle se développe de plus en plus, même par le Conseil des arts du Canada. Et le programme Approche offre depuis très peu, depuis 1 an maintenant, parce qu'on a créé une maison qui s'appelle la Maison École des artistes autistes et le monde, mais c'est ouvert à tout le monde, mais on l'a appelé comme ça pour l'histoire et notre histoire. Et cette résidence accueille soit des familles, soit des classes, et on est vraiment en résidence. Donc cette résidence-là, il y a un lien qui va vous être partagé aussi, qui va présenter un peu cette maison école. Donc il y a un studio, il y a une salle de spectacle, on est au bord d'un lac, donc il y a vraiment tout le décor pour vraiment bien travailler, puis surtout se détendre. À un moment donné aussi, c'est un mode de vie, plus qu'une pratique artistique. Il y a tout un côté social, on crée une communauté, et donc voilà, ça prend des moments aussi de se retrouver dans une ambiance familiale, une ambiance festive, et aussi une ambiance de travail, parce qu'avec tous les équipements qu'il faut pour pouvoir créer, mettre en place comment dire, des moments où les gens vont pouvoir à un moment donné se découvrir. L'idée, c'est dans notre démarche à nous, c'est pas de leur apprendre à jouer ou à faire de la musique, c'est plutôt utiliser la musique comme levier pour leur permettre à eux-mêmes de découvrir leur propre mécanisme de communication, de découvrir leur propre possibilité de sentir les choses surtout. Et les vidéos qu'on filme ne servent pas seulement à nous, servent aussi aux participants qui le souhaitent, qui le désirent, de communiquer et de partager un petit peu leur réflexion. Donc voilà un petit peu pour faire le tableau un peu de ce projet-là. Nous sommes, comment dire, en train de travailler aussi à vouloir former de plus en plus de monde. On a créé une association pour cela. Donc l'idée de vous présenter ça ce matin, c'est de pouvoir aussi voir un peu l'ouverture que les différents milieux en France pourraient avoir. Nous, on souhaite vraiment créer un pont entre le Québec et la France avec Cécile, et on va mettre en place un collectif franco-québécois de l'inclusion, voilà, qui va être un petit peu le porte-parole, tout art confondu. On verra bien comment ça va se décliner en fonction des participants de ce collectif. Voilà. Et donc, une semaine type ici, c'est 3 cours de chant offerts aux participants, 4 cours de percussion, 3 cours de musique, autres instruments, théâtre, et on offre aussi du répit artistique parce qu'au Québec, les fins de semaine, il y a un nouveau projet qui est sorti au niveau du ministère de la Santé qui permettait à des organismes communautaires comme la nôtre de présenter un projet
pour les autistes qui vivent en famille naturelle. On appelle ça du répit. Donc, ils arrivent de 9 h jusqu'à 16 h. Et donc, à partir de là, on a offert le programme Approche. Donc, le programme Approche est offert dans le système de santé au Québec et dans le système éducatif aussi. Donc, et on est en progression, donc on est ouvert à toutes les collaborations comme celle avec Cécile, Cyrielle, le Cercle Carré et puis Thierry bien évidemment. Donc voilà, j'ai pas mal fait le tour. Je voudrais pas trop m'étendre sur autre chose parce que sinon vous me connaissez, je vais me perdre. Hein. Donc j'ai pas mal fait le tour sur les compétences artistiques par rapport à la vulnérabilité. Merci Mohamed pour cette intervention riche. N'hésitez pas à poser votre question sur la boîte de questions-réponses et à interagir. On les sélectionnera et on pourra vous y répondre en fin de webinaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour l'ensemble des liens dont a parlé Mohamed, le plus simple, en fait, c'est qu'on poste l'ensemble des liens sur notre page Facebook de l'Institut des Arts Inclusifs et dans l'événement web qui héberge ce webinaire, la journée de la diversité. Comme ça, vous aurez vraiment accès à tous les liens, même après le webinaire. Parce que si je vous les mets maintenant et que je coupe le webinaire ensuite, vous ne les aurez plus. Donc, le plus simple, c'est que vous vous référiez ensuite à la page Facebook de l'Institut des Arts Inclusifs. Voilà, donc merci Mohamed. Je vais maintenant laisser la parole à Thierry Seguin, voilà, qui est directeur du Centre national pour la création adaptée et qui va vous apporter une vision moins scientifique, je dirais, mais plus philosophique de notre thématique. Donc voilà, je te laisse la parole et merci à tous. Hop. Je vous remercie de m'accueillir. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème de son? C'est bon? Très bien, je vous remercie. Donc, peut-être rapidement me présenter. Donc, moi, je suis nouvellement le directeur du Centre national pour la création adaptée. C'est une structure qui vient de se créer, qu'on avait en réflexion depuis très longtemps et qui naît en fait de plus de 25 ans d'expérience avec une compagnie de comédiens handicapés mentaux qui s'appelle Catalyse. Catalyse se crée même en fait il y a un peu plus longtemps que ça, c'est en 1984, mais pendant 10 ans, cette compagnie était une compagnie amateur et en 1994, à l'époque, d'ailleurs moi je viens les rejoindre, cette compagnie passe du statut d'amateur au statut d'établissement social d'aide par le travail théâtre, c'est-à-dire que cette activité théâtrale devient le quotidien professionnel des comédiens de Catalyse. Et voilà, moi je rejoins cette équipe parce que je travaillais alors dans une institution théâtrale qui est le Théâtre national de Bretagne à Rennes, et j'ai été particulièrement séduit par ce geste artistique, à la fois de ces comédiens et d'une metteur en scène que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Madeleine Warne. Et j'ai eu envie vraiment de me consacrer à accompagner cette équipe. Je pensais sincèrement que les choses iraient très vite et en fait, ça a été beaucoup plus long que prévu. C'est marrant parce que je ne pensais pas que je resterais si longtemps avec ce collectif, mais en fait, il m'est arrivé des fois d'envisager peut-être de les quitter et c'était pour moi trop difficile. Je suis extrêmement attaché à ce projet qui, bien sûr, est très singulier. Alors, progressivement, en fait, on a réussi à dépasser un peu de nombreux obstacles qui étaient très durs au départ. Je ne pensais vraiment pas que les choses seraient si longues. Et on a, comme ça, par soutien de proche en proche, parce qu'au départ, c'est plutôt des structures de proximité. Donc, on est à Morlaix, dans le Finistère. Et les deux premiers théâtres qui nous ont soutenus, c'était le Théâtre national de Rennes. Bon, c'était des anciens collègues, mais quand même, ça a été difficile pour eux d'envisager de nous programmer, mais ils ont eu le courage de le faire. Et puis ensuite, on a été suivis par le Quartz à Brest, c'est une scène nationale qui est très importante, ici aussi dans le Grand Ouest. Et puis comme ça, progressivement, le réseau s'est élargi et il a fallu une dizaine d'années avant de quitter la Bretagne.
Mais voilà, la reconnaissance a commencé à se faire, de plus en plus importante, de plus en plus inquiétante pour nous, parce que c'était conquérir des espaces qu'on n'avait pas imaginé pouvoir conquérir. Ça a d'abord été le Festival d'automne à Paris, qui a été un moment pour nous de forte exposition, assez difficile quelquefois d'ailleurs. Les critiques n'étaient pas toujours faciles à recevoir. Et puis ça a été une première fois le Festival d'Avignon, puis une deuxième fois, et puis eh bien, au mois de juillet de cette année, on retournera une troisième fois dans la programmation du Festival d'Avignon. Je vous jure que quand on a commencé en 94, c'était pour nous inenvisageable. Et aujourd'hui, on se rend compte de ce parcours important et qui nous a profondément changé. Alors actuellement, on est à un moment charnière. C'est dans ce moment charnière que s'invente cette nouvelle institution, le Centre national pour la création adaptée, parce que nous avons construit un équipement assez important ici à Morlaix. Il fait quand même 5500 mètres carrés, il a 3 salles de cinéma, une grande salle de spectacle, des salles de répétition. Ça a été un chantier qui a duré 12 ans qu'on a porté. Et avec nos financeurs, en premier le ministère de la Culture, on a commencé à envisager de créer une structure unique et qui serait un peu cette maison commune sur ces questions de pratiques adaptées. Avec un volet, donc accompagnement à la recherche, d'aide à la diffusion, mais aussi un fort volet sur la formation. J'ai écouté attentivement Mohamed parce que je pense aussi qu'il y a un volet très important qui est en train de se construire dans notre projet, qui est sur la recherche. Ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde comme ça la place progressive qu'a prise le geste artistique de Madeleine Ward sur la scène théâtrale française, on constate que ce n'est pas la seule. Il y a eu aussi Pipo del Bono, des spectacles très vus également, de l'Oiseau-Mouche et de nombreuses autres compagnies. C'est une question qui s'est très fortement renforcée ces dernières années et qui délimite incontestablement une nouvelle géographie de l'histoire de l'art. Et si on s'intéresse à cette géographie, on se rend compte qu'en fait, elle a des racines très profondes qui ont débuté au fur et à mesure de ces derniers siècles par le dialogue quelquefois souterrain des créateurs avec la maladie mentale, nourri à la fois par des drames intimes ainsi que par une certaine fascination pour la fertilité créative de la folie. Bon, je pense par exemple à cette correspondance très bouleversante de Victor Hugo avec sa fille qui commence à être gagnée par la folie. Et en fait, cette façon pour Victor Hugo, par amour et par passion pour sa fille, de s'intéresser à sa folie, dessine incontestablement la possibilité des artistes de s'intéresser à l'inconscient. Et souvent, lorsqu'on regarde ce que les surréalistes du début du XXe siècle revendiquaient comme enracinement, eh bien, ils pensaient entre autres à ces moments où Victor Hugo parlait de la folie de sa fille, ou tout simplement après le décès de Léopoldine, je crois, c'était le nom de cette fille. Il essayait comme ça de rentrer en contact avec elle en faisant tourner des tables. Et ce qui est sûr, c'est que pourrait le critiquer, mais en même temps, c'est un moment où un artiste majeur s'intéresse à l'inconscient. Et donc, en fait, ce lien entre l'inconscient, les artistes, est quelque chose de beaucoup plus ancien qu'on ne le pense, mais qui est souvent caché, dissimulé, qu'on ne met que rarement en avant. Et je trouve aussi qu'il y a un moment comme ça très marquant dans l'histoire de l'art, qui est un moment tragique, qui va unir dans cette tragédie les avant-gardes et puis une collection d'art brut. Alors, on est avant la Seconde Guerre mondiale, on est d'accord, l'art brut, c'est une notion qui est inventée par un artiste et Jean Dubuffet en 1945. Mais si on regarde l'histoire, on se rend compte qu'en 1933, quand les nazis arrivent en Allemagne au pouvoir, ils vont décider, pour asseoir leur propagande, de dénigrer les avant-gardes, dont l'Allemagne était devenue une nation qui les accueillait beaucoup. On oublie qu'avant le nazisme, l'Allemagne, c'est le premier pays qui a eu des musées d'art moderne au monde. Et donc, quand les nazis ont voulu décrier les avant-gardes, ils ont décidé de faire ces expositions qu'on a entendues dans les cours d'histoire, expositions d'art dégénéré, où ils ont mis en présence des œuvres majeures des avant-gardes du début du XXe siècle. Ils les ont exhibées à côté d'artistes des arts premiers et d'une collection qui avait été assemblée par
un historien de l'art, mais qui est aussi un professeur de médecine, qui s'appelle Hans Prinzhorn, qui était un psychanalyste, on dirait que c'est un psychanalyste aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui avait comme ça une collection d'artistes de la folie, et qu'il avait récupéré dans des asiles, et qui a été exhibé comme ça à côté des œuvres d'art d'avant-garde. Il s'agissait pour les nazis de dire, vous voyez, un artiste fou peut faire la même chose qu'un artiste d'avant-garde. Donc, c'est une façon de décrire et d'être péjoratif vis-à-vis de l'avant-garde. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on interroge, parce qu'il y a des historiens qui l'ont fait, qui ont interrogé les artistes d'avant-garde, justement, qui ont été exhibés dans ces expositions, ils disaient que, en fait, les nazis, dans leur bêtise, avaient eu raison, parce que c'était de ce côté-là que les avant-gardes regardaient. Ils regardaient du côté des racines de la création artistique, à la fois des artistes premiers et de ces premières collections qui commençaient à exister, de ce qui s'est appelé après l'art brut. Alors moi, récemment, cette collection d'Hans Prinzhorn, je l'ai découverte au musée Victor Hugo, encore Victor Hugo. Là, c'est dans le Marais, place des Vosges. Il y avait une exposition où on pouvait voir entre autres, cette collection. Et j'étais très surpris de voir que les nazis ne l'avaient pas détruite. Elle a été conservée. Elle est magnifique. Ce sont vraiment des œuvres extraordinaires. Et on peut comme ça imaginer la correspondance qu'il y avait avec les œuvres d'avant-garde du XXe siècle. C'était sûrement extrêmement intéressant. Donc en fait, comment ces dialogues existent entre les artistes et des expressions portées par des personnes handicapées, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'on ne le pense depuis des années. Alors récemment, nous, en créant le Centre national, on a souhaité avoir à nos côtés une chercheuse qu'on a rencontrée, qui s'appelle Christelle Pelen. Elle va venir intégrer notre équipe pendant 3 ans. Elle va écrire une thèse à nos côtés. Et on a fait, pour cela, on a monté un dispositif qui s'appelle les thèses CIFRE. Bon, c'est un moyen qui permet comme ça de financer des chercheurs qui viennent travailler dans une entreprise et mener un travail de recherche à l'intérieur de cette entreprise. Et Christelle, en fait, elle est psychologue, elle est assez bouleversante, c'est vraiment quelqu'un de fascinant. C'est plutôt au départ une sportive de haut niveau qui malheureusement a eu une maladie qui l'a presque paralysée. Aujourd'hui, grâce à une opération, elle a retrouvé la mobilité. Et son travail de thèse est un travail qui consiste à étudier l'engagement du corps dans l'acte de création. Et en fait, en la rencontrant, j'ai aussi rencontré sa directrice de thèse qui s'appelle Gwenola Druel. Et Gwenola Druel, c'est une professeure de psychologie à l'université de Rennes 2. Et lorsqu'elle s'est présentée, elle m'a remis un ouvrage qu'elle venait de faire, que je suis en train de vous lire, du moins simplement la préface, parce que le livre est très important. Et c'est un livre qui s'appelle « L'autisme créateur, invention singulière et lien social ». Et donc, c'est un ouvrage collectif sous la directrice, sur la direction, excusez-moi, de cette chercheuse. Et la préface dit « Ce n'est pas sur les déficits, les incapacités, les aspects handicapants de l'autisme que se focalise le présent ouvrage, mais sur les inventions de l'autisme pour parer à ce qui l'inquiète, l'envahit et ordonner le monde extérieur et le tourment intérieur. L'autisme veille à ce que l'environnement demeure immuable, à la recherche de repères fixes qui ordonneraient le chaos du monde et le chaos de leurs émotions. » Et c'est marrant parce qu'en fait, en lisant ça, je me suis dit, mais dans le fond, ça pourrait tout simplement être une parfaite illustration de ce qui est la raison première de la création artistique. Je crois que très très souvent, l'homme s'est retrouvé face à un monde qu'il avait énormément de mal à appréhender, qu'il avait énormément de mal à comprendre, et encore aujourd'hui, plus notre connaissance sur les origines de l'univers progresse, plus on se rend compte qu'on ne comprend pas grand-chose. Et l'art est souvent venu comme recouvrir une inquiétude, est souvent venu tenter d'ordonner notre rapport au monde. Et ce qui est marrant dans cette description de ce qui serait créatif chez l'autisme, eh je trouve qu'en fait, on pourrait très bien avoir un résumé de ce qui est essentiel dans le besoin de créer qui existe chez tout être humain.
et qu'on retrouve de façon plus forte quelquefois chez des personnes atteintes de troubles mentaux. Et en fait, ça a tendance aussi à rejoindre une expérience qui m'a beaucoup marqué. J'ai travaillé dans les années 90 dans l'action humanitaire, je m'occupais de logistique dans l'humanitaire, et je suis allé plusieurs fois en Yougoslavie, plus particulièrement à Sarajevo, à Mostar aussi, mais surtout à Sarajevo. Et à Sarajevo, au bout de 3 ans d'un siège qui a été un siège terrifiant, ou peut-être que certains d'entre vous se rappellent ce qui s'est passé, c'était un bombardement constant, une population civile qui était souvent sous le coup des snipers ou des bombardements. Et une fois, lorsque nous avions amené des médicaments et de la nourriture, en repartant, les interlocuteurs que nous avions parmi la population nous ont dit mais vous nous maintenez en vie. Et bizarrement, cette expression, ce n'était pas pour nous dire c'est formidable, vous nous maintenez en vie, c'est formidable, vous nous sauvez, mais on entendait une profonde lassitude. Alors, on a pris le temps de l'échange avec eux avant de partir pour comprendre ce qu'ils nous demandaient. Et ce qu'ils nous ont demandé, c'est que la fois suivante, nous apportions, avec les médicaments, avec la nourriture, que nous apportions un peu de culture. Quand on est rentré en France, on s'est beaucoup questionné sur ça. Et se dit, est-ce qu'on pouvait le faire? Est-ce qu'on devait le faire? Est-ce qu'on risquait de prendre la place d'un convoi humanitaire ou de glisser entre 2 convois humanitaires des comédiens pour venir faire un spectacle? Et on l'a fait. Ce sont 2 metteurs en scène qui sont venus. Il y a eu Suzanne Sontag et François Tanguy avec sa troupe. Et les représentations qui se sont jouées pendant ce siège de Sarajevo ont été probablement des représentations les plus bouleversantes. Le public ne pouvait pas applaudir parce que s'il applaudissait, il y avait le risque d'être repéré et d'avoir le quartier bombardé. Chacun devait amener un morceau de bougie pour éclairer parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Et tous les spectateurs qui venaient très, très, très nombreux aux représentations venaient bien sûr à leur risque et péril. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on a pu dire avec le confinement, je ne pense pas que la culture soit essentielle. L'essentiel, c'est d'être sauvé, de ne pas être, voilà, d'être soigné, de se nourrir, d'être maintenu en vie. Mais une fois qu'on a fait ça, en fait, eh bien, la culture aide à sauver l'essentiel. Ce n'est pas essentiel, mais ça aide à sauver l'essentiel. Et c'est ce que nous demandaient ces gens à Sarajevo. Ils n'avaient plus d'activité, ils survivaient et ils étaient en train de sombrer dans une dépression très profonde. Et la culture est venue comme ça réveiller l'humain qui est dans l'humain, vous voyez, l'homme qui est dans l'homme. Et c'est marrant parce que cette expression de l'homme qui est dans l'homme, c'est une expression que m'a tenue un chorégraphe que j'ai rencontré qui a des origines afghanes et qui régulièrement, tous les 2 ans, retourne dans sa famille. Et souvent, lorsqu'il arrive dans sa famille, le territoire a changé, c'est-à-dire que sa famille, elle, ne bouge pas, elle est dans les montagnes en Afghanistan, mais tour à tour, c'est soit les talibans, soit d'autres forces, des forces d'interposition. Enfin bon, bref, récemment, il y a été, et les talibans avaient repris le territoire, et lorsque les talibans occupent comme ça ces villages, eh bien, ils interdisent les chants, ils interdisent la musique, ils interdisent les livres. Et il m'a dit, les talibans ont le don de tuer l'homme qui est dans l'homme. Et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très important dans le fait de créer. C'est peut-être ce qui nous rend profondément humains, c'est-à-dire ce besoin irrésistible de créer. C'est une façon d'exister, c'est une façon de construire notre rapport au monde. C'est aussi une façon de représenter nos mythologies personnelles. Et souvent, lorsque, comme ça, on s'approche des comédiens de Catalyse, on est très, très surpris parce que donc nous, les comédiens de notre compagnie, lorsqu'on les recrute, on fait un appel d'offres national qui est affiché souvent dans les IME, instituts médico-éducatifs, mais aussi dans les foyers. Puis on dit, voilà, vous vous intéressez au théâtre, candidatez, envoyez-nous une lettre de motivation, expliquez-nous votre intention. Et je suis surpris, mais chaque fois que des jeunes comédiens entrent dans notre compagnie, à chaque fois, on découvre en fait qu'il y a un lien profond
entre ce qu'ils viennent faire avec nous, c'est-à-dire du théâtre plutôt, hein, quelquefois de la danse, et un lien profond entre cette pratique d'aujourd'hui qu'ils veulent faire et leur histoire personnelle. Et j'en ai été témoin une fois, c'était à 5 ans, parce que les spectateurs, à l'issue d'une représentation, ont demandé à chacun des comédiens de Catalyse, ils sont 7, d'expliquer d'où venait cette pratique artistique qui les avait conduits à être comédiens professionnels. Et j'ai été très surpris de découvrir que chez chacun d'entre eux, c'est quelque chose qui avait commencé extrêmement tôt à travers la pratique d'un instrument, du dessin, et quelquefois des pratiques qui en fait n'avaient pas été accompagnées, qui étaient nées spontanément, mais qui avaient toujours eu cette présence comme ça très importante des pratiques artistiques. Donc je crois qu'effectivement, lorsqu'on se tourne vers ces pratiques singulières, eh bien, on découvre quelque chose qui est au plus proche de ce qui nous rend humains, cette pulsion créative. Et comme souvent, ces pulsions créatives naissent à des endroits où, en fait, il n'y a pas eu d'éducation à ça, elles ont souvent une certaine authenticité, fraîcheur particulière qui est très intéressante. Pour autant, et dans les années à venir, c'est peut-être aussi le rôle que nous aurons les uns les autres. Il faudra évidemment se défendre ces pratiques artistiques et rappeler qu'il existe un droit constitutionnel qui est celui du droit de tous à la formation, et que quand des comédiens comme ceux de Catalyse, les comédiens deviennent professionnels, ils n'ont pas pu bénéficier de ce droit fondamental d'avoir la possibilité d'être formés comme interprètes, parce que personne n'imaginait qu'ils pourraient être des interprètes importants et intéressants. Et donc, voilà, je ne voulais pas non plus surévaluer cette particularité, mais en tous les cas, conclure sur ça, c'est que je crois que ce qui est très étonnant, qu'on a ces pratiques avec des gens qui, par leur handicap, vont être un peu exclus, écartés des scènes théâtrales. Ce qu'on voit, c'est que parce qu'ils sont empêchés, et qu'on peut ouvrir la possibilité d'une pratique, qu'on trouve les moyens pour que, malgré leurs difficultés, ils puissent arriver à s'exprimer, il y a une telle volonté, une telle puissance qu'elle produit sur scène, un geste absolument fantastique. Et je crois qu'en fait, cette puissance, c'est quelque chose qui est profond chez chacun d'entre nous et qui s'exprime sous diverses formes, mais qui peut s'exprimer par l'art et la culture aussi. Voilà. On pourra en débattre tout à l'heure. Est-ce que j'ai été trop long ou est-ce que je suis à l'heure? Parfaitement dans le timing. Donc, merci beaucoup Thierry pour cet éclairage. C'était très intéressant. Je vais maintenant donner la parole à Cécile Martinez, mais surtout à Lucie Quarta, qui va nous faire l'honneur de témoigner et de nous apporter son témoignage sur sa vie d'artiste. Après le témoignage de Thierry, moi je peux rebondir, je dirais, sur en fait les difficultés d'expression qui peuvent être réappropriées par les personnes, par les êtres humains, par les artistes, pour en faire quelque chose de grand et de beau. Et je pense que c'est ce que Lucie veut nous donner dans son témoignage. Je m'appelle Lucie Quarta, je suis atteinte d'une paralysie cérébrale depuis ma naissance. Avec mon corps différent, ma façon de comprendre et d'analyser le monde est aussi différente, mais cela ne m'empêche pas de construire ma vie. J'ai des ambitions, des désirs et des rêves. Chaque jour est un nouveau combat, mais celui qui me tient le plus à cœur est de prouver ma valeur. Les gens s'arrêtent souvent à mon physique sans chercher plus loin. Le mot handicap fait peur. Or, une personne en situation de handicap est avant tout une personne avec ses caractéristiques, ses compétences, ses forces et ses faiblesses, comme chacun de vous. Mon plus gros handicap, pour moi, n'est pas de ne pas pouvoir marcher, mais plutôt les difficultés que j'ai pour m'exprimer.
Ce problème est très impactant dans ma vie. Lorsque je discute avec une personne, le temps de cet échange dure plus longtemps qu'avec une personne n'ayant pas de difficulté pour s'exprimer. C'est très frustrant pour moi, alors j'essaie de raccourcir le plus possible mes phrases pour pouvoir avoir un échange. Il faut aussi que je fasse vite comprendre à mon interlocuteur que j'ai toute ma tête, que je comprends parfaitement bien ses propos et même que je peux réfléchir, souvent, plus vite que lui. Je suis une courageuse, une battante, une personne qui aime les défis et la vie en a mis quelques-uns sur ma route. Puisque je ne pouvais pas m'exprimer comme tout le monde, j'ai décidé d'étudier. Je suis maintenant à l'université, étudiante en 3e année de licence parcours informatique. Mon objectif est d'être développeuse dans des logiciels ayant la capacité de subvenir aux besoins des personnes à mobilité réduite, notamment pour faciliter l'accès aux études et au travail. J'envisage aussi de faire une spécialisation en robotique. Je suis également une artiste, je suis danseuse, je crois que je n'ai pas fini de vous surprendre. Je danse avec la compagnie de danse inclusive 6e Sens. La danse a changé ma vie, j'ai besoin d'elle pour m'épanouir, pour rêver. Quand je danse, j'oublie mon corps empêché, j'oublie mes soucis, je laisse mes émotions interagir avec la musique, avec les autres danseurs. La danse est mon langage, elle me donne les moyens de me connecter et de partager de fortes émotions avec les autres danseurs, mais aussi avec le public. Quand je danse, les gens me regardent différemment, ils ne voient plus le handicap. La mixité entre danseurs avec et sans handicap offre une ouverture sur le monde sans limite, elle permet de transmettre un message d'inclusion totale. Je pense que l'art permet aux hommes de se rapprocher, de partager quelque chose qu'ils ont en commun. Les relations humaines sont difficiles à comprendre et souvent on s'arrête à notre propre interprétation. L'art permet de s'exprimer à travers une toile, une musique ou encore une danse. L'art ne permet peut-être pas de changer d'opinion, mais d'avoir une autre vision sur la différence. Je pense qu'on a tous un côté artistique en nous. C'est un des fils qui relie toutes les femmes et tous les hommes. La relation à l'autre est plus simple, plus facile, je n'ai plus à parler, je n'ai qu'à m'exprimer avec mon corps et cela vient naturellement. Dans la vie de tous les jours, je n'ai pas beaucoup de contact physique car il y a ce gros bordel autour de moi. Au départ, le contact dans la danse me gênait du coup. Mais au final, cela m'a permis de retrouver des sensations oubliées. La relation et ce contact à l'autre m'ont permis d'avoir plus confiance en moi. C'est magique. J'ai découvert tellement de choses au fond de moi et j'en suis à chaque fois tellement remuée. Oui, l'art me pousse en avant. Il me permet de découvrir des chemins sur lesquels je ne serais jamais passée. L'art permet à ma différence de s'exprimer. L'art est devenu indispensable à ma vie. C'est ma bouffée d'oxygène. Je suis Lucie, je suis une femme, je suis une étudiante de haut niveau, je suis une sportive, je suis une artiste et je suis une grande rêveuse. En me voyant, vous avez sûrement eu l'impression que je n'avais pas eu beaucoup de chance dans la vie car je suis en situation de handicap. Alors oui, ce n'est pas tous les jours facile, mais mon handicap est ma force, il me permet de vivre intensément, de réaliser des choses hors du commun et même de soulever des montagnes. Je pense pouvoir être fière de la femme que je suis. Merci de votre écoute. Merci à toi, Lucie. Il me semblait aussi pour nous important au sein de l'Institut de pouvoir leur donner la parole à eux et Lucie intervient à chaque fois qu'elle le peut dans les webinaires, dans les formations. Elle est à côté d'autres danseurs également en situation avec leurs différences. Ils sont là pour témoigner que oui, l'art est indispensable et que malgré leurs difficultés, ils
rassemble des forces juste extraordinaires. Donc, nous, on est très fiers d'elle. Merci beaucoup, Lucie, pour ton témoignage. C'est toujours important pour nous de leur donner la parole et d'avoir leur ressenti en tant qu'artiste, surtout quand on parle de compétences qui les regardent directement. Je vais d'ailleurs laisser la parole à Sabrina et à Jérôme de la compagnie Le Cercle Carré. Ils vont vous présenter un peu plus leur compagnie et on va pouvoir même vous diffuser une petite vidéo présentant leur travail et avec de nombreux témoignages aussi qui prouvent l'importance de la compétence artistique pour ces personnes. Oui, rebonjour et merci à tous pour tous ces témoignages très intéressants. Effectivement, on va donner la parole aussi aux comédiens du Cercle Carré là, à travers ce court-métrage, ce documentaire que vous allez découvrir tout à l'heure. Avant tout, je voulais faire un petit rappel de qui nous sommes, donc la compagnie le Cercle Carré au sein de l'ADAPI de Loire-Atlantique. Donc, on est né en 2015 au sein d'un ESAT, l'établissement de services d'aide par le travail, donc à Blain, à côté de Nantes. Et on regroupe aujourd'hui 5 comédiens permanents, Anita, Rudy, Fredo, Antonio, Stéphane, un comédien en formation, Maxence, et une comédienne associée, Méléane, qui est intermittente du spectacle. Depuis 2015, donc depuis le début de la compagnie théâtre professionnelle, la direction artistique est assurée par Fabrice Evenot, également intermittent. Et puis l'accompagnement et la coordination de la compagnie par Jérôme, ici à mes côtés. Hop, voilà. Bonjour tout le monde. On s'est un peu éloigné avec les gestes barrières. Et voilà. Et donc, nous comptons aujourd'hui 5 créations originales, dont 2 spectacles jeunes publics tout récents, tout nouveaux, dans lequel le texte fait son apparition. C'est ce qui est nouveau, parce qu'avant, nous avions un univers plutôt de création sans parole. Et on espère maintenant pouvoir les montrer au public, les jouer sur scène, ce qui manque cruellement à la compagnie depuis plus d'1 an. Heureusement, les actions culturelles, donc les ateliers, qu'ils soient ponctuels, annuels, ont pu en partie continuer. Et donc, oui, on fait régulièrement des ateliers avec du scolaire, avec des entreprises, avec d'autres associations. Et on peut, à la fin de ces ateliers, proposer des créations partagées qu'on va ensuite représenter devant un public plus ou moins élargi. Alors, nous avons un projet ici, au Cercle Carré, ici à Nantes, c'est de créer ce qu'on appelle aujourd'hui un pôle art et handicap, soutenu par l'ADAPI de Loire-Atlantique. Donc, bon, Thierry, on n'est pas encore sur 5500 mètres carrés, mais on espère qu'un jour, on arrivera également à créer un beau lieu qu'on a pu voir d'ailleurs avec Jérôme à Morlaix, tel que le tien. Donc, ce pôle art et handicap, nous aussi, on souhaite que ce soit un lieu à la fois de formation, de création, de recherche, hein, donc, comme tu en parlais, puis surtout de rencontres, hein, et puis de ressources où tous ceux qui n'osent pas faire le pas vers la pratique culturelle puissent s'adresser, que ce soit les personnes en situation de handicap elles-mêmes ou les associations qui n'ont pas encore ouvert leur pratique aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a voulu, avec l'Institut des arts inclusifs, mettre l'accent sur la pratique culturelle, qu'elle soit amateur ou professionnelle, parce que nous jugeons que les barrières sont encore trop nombreuses, que ce soit des barrières érigées par les personnes handicapées elles-mêmes ou donc par les associations qui sont en manque de formation, en méconnaissance, qui parfois ont la crainte des réactions des autres participants. Et c'est vrai que ça se joue beaucoup sur des rencontres. Tous les témoignages qu'on a pu entendre depuis le début de ce webinaire vont dans le même sens. Donc, oui, nous aussi, on pense que les personnes en situation de handicap veulent s'exprimer, pouvoir s'exprimer par leur corps, leur voix, le dessin, la musique, la scène, au-delà de l'art-thérapie, en inclusion avec les autres. Et oui, le Cercle Carré le prouve.
on pense que l'intégration professionnelle est possible par les métiers culturels. Et les ESAT culturels et artistiques qui existent, qui sont en France, qui sont certes peu nombreux et qui existent un peu aux quatre coins de la France, en sont une preuve. Et je pense qu'il faut qu'on continue à développer ce type d'initiative. Et voilà, sur scène, nos comédiens font naître avant tout des émotions chez les spectateurs, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est l'objet en fait du webinaire, hein, c'est la compétence artistique au-delà de la vue de la vérité. Donc, ce qui compte pour nous, c'est que les spectateurs oublient qu'en effet, un cercle ne peut pas être carré. Et voilà, on est au spectacle avant tout. Donc, bon, je me tais, je laisse maintenant la parole à nos comédiens. Donc, effectivement, nous avons à notre actif 5 courts-métrages, dont dans les coulisses d'Agora, qui a été tourné en 2016, lors de notre toute première création, Agora. Merci à vous de votre écoute. Romain Didier, 14 ans de théâtre. Au début, j'ai regardé jouer, après j'ai suivi le rôle. Bah, faut travailler, rester concentré, trouver comment je pourrais jouer le moment où je devais passer sur scène. C'est que c'est un métier très différent, très à l'écoute. J'aime bien le théâtre. Pour moi, je l'ai découvert comme une passion. Et je l'ai découvert aussi comme une expression. Tu vois, c'est un moyen d'exprimer son travail. C'est l'ESAT qui m'a contacté il y a 1 an et demi à peu près pour créer un spectacle avec des comédiens de l'ESAT, avec un objectif très ambitieux qui était de créer un spectacle professionnel dans lequel on puisse oublier le handicap des comédiens. On a commencé à chercher des idées. Moi, je ne voulais pas imposer un spectacle, je voulais vraiment partir de leurs propositions. C'est quelque chose qui nous aide à s'organiser, c'est pleine rigueur. C'est un travail comme un autre. Ils sont hyper rigoureux, ils s'investissent. Vraiment, moi, dans l'approche que j'ai eue du travail avec eux, j'ai joué le jeu de la règle qui était, voilà, ce sont des comédiens, on joue dans ma façon de parler, dans ma façon de travailler, dans tout. J'étais avec des gens avec qui je faisais un spectacle. On fait tout simplement entre les deux. Ouais, le coup de foudre. D'accord. Et on s'avance, et on a envie de se prendre dans les bras, et oui, on va se toucher la main, et il y a l'autre qui vient, non, c'est pas possible, et on part désespéré. Dans l'ensemble, ça va, ça se passe bien, il y a une bonne entente. Après, il propose plein de choses, mais après, il faut essayer j'ai essayé de mon côté de faire quelques petits efforts. Après, à force de faire et de refaire, c'est... Alors, à la base, je venais remplacer un des travailleurs de l'ESAT. Travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est pas du tout différent parce qu'on est dans une rigueur professionnelle. Fabrice, c'est ce qu'il demande. Donc, en fait, on n'a pas du tout le sentiment qu'il se comporte différemment. Et du coup, on le vit exactement pareil. Je dirais même que parfois, c'est plus appliqué. Il y a beaucoup plus d'écoute, de temps calme. Enfin, c'est très calme et très studieux. Moi, j'ai vraiment ressenti ça sur ce projet. Donc, mes collègues font des propositions artistiques au même titre que Fabrice, que moi. Fredo, c'est le roi de la proposition. C'est de mon côté, au début, j'étais pas trop à l'aise, j'étais stressé, j'étais pas bien. Quand on a fait notre premier spectacle, c'est qu'il y a un petit côté en nous qui est pas à l'aise, on est sur le podium, quoi. Et après, faut se lancer, quoi. Là, ça fait vraiment un temps chacun, arriver, poser. Oui, on peut aller peut-être un tout petit peu, enchaîner un tout petit peu plus vite.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette surprise de voir des personnes en situation de handicap fournir un travail professionnel de qualité sur scène où ils sont vraiment mis en valeur. Bon, moi, je m'y retrouve bien parce que oui, voilà, ça m'amuse, j'adore ça, faut que je m'amuse, c'est tout. Après, ça dépend aussi de chacun, mais il y en a qui se posent des questions, pourquoi je fais ça, tiens, et puis peut-être que je pourrais faire ça, ça serait mieux. Ça. Voilà, il y a vachement cet échange qui s'est développé au fur et à mesure. Et essayer de faire un spectacle où chaque scène, chaque situation les met en valeur, ils sont beaux, et comme chaque personne qui essaie de s'exprimer sur scène. On sème du rêve, et le rêve, c'est aussi en travers du metteur en scène, qui le fait aussi, mais nous aussi, comme nous, on le joue. Il faut qu'on le sème, qu'on le récolte. C'est comme une fleur qu'on arrose. Le comédien lui-même, c'est que moi je suis très satisfait, mais c'est dur. Bon, après là, je m'accroche. Les applaudissements, pour moi, c'est quelque chose de motivant pour nous qui jouons. C'est motivant. Ça nous aide à aller de l'avant. Il faut qu'on soit maître de soi. Beaucoup de très très bons retours et moi c'est génial pour moi de vivre ça en fait. Aujourd'hui, moi j'ai juste qu'une envie, c'est de recommencer, de reproduire un spectacle avec des comédiens comme eux, voire avec eux. Dans la vie, il faut se lancer, quoi. Moi, je n'arrête jamais le théâtre. Je ne veux pas l'arrêter. Moi, je veux en faire totalement mon travail. Ça, c'est clair. Pendant les répétitions, il m'est arrivé plusieurs fois de me dire et en plus, ils sont handicapés. Voilà pour ce témoignage. Donc, je vais vous demander de réactiver vos micros à tous, puisqu'on a terminé au niveau de nos interventions. On n'a pas eu beaucoup de questions. Alors, on a eu beaucoup de témoignages très positifs à propos de tous vos travaux. Mais j'avoue que là, actuellement, on n'a pas de questions à proprement parler sur le contenu. Donc, juste pour vous dire un dernier mot, pour vous faire un dernier mot sur le cercle carré. Ce soir, on va poster un de leurs spectacles en entier, 20 minutes sur notre événement des Journées de la diversité et sur notre Facebook avec le lien qui sera aussi en partage sur Instagram sur l'Institut des Arts Inclusifs. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'en voir plus à propos de leur travail. Et ensuite, je vais peut-être vous laisser la parole à vous en dernier, à tous nos intervenants de ce webinaire. Alors, Mohamed, apparemment, toi, tu as reçu une question en privé. Donc, si tu souhaites compléter. Oui, alors le collectif franco-québécois est ouvert à recevoir des gens de la Suisse, des gens de la Belgique, parce que j'ai une personne qui est parmi nous, là, qui est en Suisse, qui serait intéressée à ce projet-là. Donc forcément, on est ouvert à tous. Et l'idée, c'est de voir ce qu'on peut faire ensemble une fois qu'on se rencontre et qu'on se met d'accord sur un projet. Et puis par rapport aux personnes à qui on offre nos ateliers, il n'y a pas de... On offre ça à tout le monde. C'est sûr qu'on est sensible aux personnes vulnérables, mais c'est ouvert à toute forme d'handicap, toute personne. L'idée, c'est de mélanger
les genres quand même et de créer à partir de cette réalité qui est la nôtre. Donc voilà un petit peu pour compléter la présentation. Et bien évidemment, il y a ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Puis ceux qui veulent avoir une présentation beaucoup plus technique de l'approche, ça pourrait être offert aussi, il n'y a pas de problème. Ce matin, c'était vraiment une présentation plus large pour mettre la table, comme on l'a dit, hein, parce qu'on souhaite se revoir et on souhaite faire des choses. Donc, j'étais très heureux de vous entendre tous, mes collègues et partenaires français, là, très intéressant, les propos. Lucie, vraiment super, j'ai hâte de te rencontrer aussi et de faire la musique avec toi. Donc, merci beaucoup. Et puis, je reste disponible pour d'autres interrogations, questions, échanges. Et au plaisir de vous recevoir au Québec aussi. On aimerait bien vous recevoir. Merci. Un petit mot, peut-être Lucie, tu as un petit mot à nous dire pour clôturer ce webinaire? Je suis fière d'être une artiste. On aurait dû finir par toi, en fait. Hein. Tu pourras la redire après Thierry et après Sabrina. En parlant de ça, je trouve ça important parce qu'à un moment donné, nous, on offre ce qu'on offre, c'est pas pour en faire des artistes, c'est à eux de décider s'ils veulent devenir artistes. Mais au départ, c'est leur donner accès des outils pour pouvoir explorer cette avenue-là. Après, c'est aux participants eux-mêmes, aux gens qui viennent chez nous, qui décident s'ils veulent être artistes professionnels ou pas. Et là, dans ce cas-là, il y a tout un autre processus qui se met en place parce que quand on veut être artiste, il y a de la pratique, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, du coup, je ne donnerai pas ma phrase de fin parce que je trouve que celle de Lulu est très, très bien. Donc, je laisse la parole à Thierry ou à Sabrina. Thierry, un dernier mot? En fait, ce que disait Mohamed est très juste, c'est-à-dire que ce qui fait qu'on est artiste, il y a quelque chose d'une proclamation personnelle et c'est un choix, c'est-à-dire que je pense qu'il faut mettre du temps, ça ne s'affirme pas facilement, tous les artistes que vous rencontrez, quels qu'ils soient, le moment de s'affirmer en tant que tel est très, très, très important. Et donc, lorsqu'effectivement ces artistes singuliers s'affirment comme tels, on sait que c'est un cheminement personnel qui est assez essentiel. Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'on voit bien en fait que nos pratiques ont ça de commun, c'est que dans le fond, elles ne s'arrêtent pas à un manque ou à quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Elles s'intéressent aux talents qui existent chez les personnes avec lesquelles nous travaillons. Et c'est souvent assez extraordinaire de voir la puissance de ces talents. Parce que, en fait, très souvent, lorsque on présente les spectacles, d'autres artistes viennent et sont assez stupéfaits de ce qu'arrivent à faire nos interprètes sur scène. Moi, j'ai souvent entendu comme ça des chorégraphes ou des comédiens nous dire « mais c'est fou, vos comédiens réussissent à produire quelque chose sur scène que moi, je cherche à faire depuis des années. » Alors, c'est vrai qu'il y a des aspects sur lesquels c'est moins technique, c'est moins abouti, mais il y a des endroits de talent qui sont absolument exceptionnels. Et dans cela, d'ailleurs, l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'on m'a demandé les références, donc je les ai envoyées, je les ai saisies vite, et d'ailleurs, j'ai dû faire une erreur de frappe, mais donc c'est invention singulière et non invention singulier. Vous avez pu corriger si vous voyez s'afficher le titre de cet ouvrage, l'artiste créateur, invention singulière et lien social. C'est ça que j'aime beaucoup moi dans cet ouvrage. Voilà, il est comme nous, c'est-à-dire qu'il vient chercher les talents et il dépasse les difficultés. Mais somme toute, c'est ce qu'on fait nous tous. On a tous des manques plus ou moins importants, mais c'est les talents qui sont importants. Super, voilà. Merci Thierry. On a une question qui est assez intéressante qui est intervenue avant peut-être de donner le mot de la fin au cercle carré. Donc je vous lis la question, ces projets et réalisations sont très intéressants et forts. Que pouvez-vous nous restituer des expériences mixant personnes en situation de handicap et personnes valides en inclusif donc, comme on dit. Est-ce que vous avez un témoignage à apporter là-dessus?
on va peut-être prendre la parole, nous, au niveau de notre travail inclusif, au niveau de l'art de la danse, en fait, où nous travaillons sur des corps, avec des corps différents, des esprits différents. Et nous, ce que nous pouvons relever sur cette pratique inclusive, c'est que les danseurs qui viennent à la rencontre de nos danseurs avec leurs différences se retrouvent souvent bouleversés par cette pratique parce qu'elle a une résonance en eux, en leur corps, en leur façon de voir l'art qui les chamboule énormément et souvent. Et le fait d'être confrontés à la réalité de ces corps différents et leur donne en fait une vraie remise en question de leur perception de l'art et de la pratique artistique telle qu'ils la connaissent, telle qu'ils la vivent depuis de nombreuses années. Et ils se redécouvrent en tant qu'artistes, donc c'est cette mixité qui devient une richesse, mais pas spécialement pour les gens à qui on avait pensé au départ en fait. C'est vraiment une question super intéressante parce qu'en fait, je pense que cette mixité au plateau, c'est peut-être un exercice qui est très complexe à faire, c'est peut-être le plus difficile à faire. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est plus difficile pour ceux, nous on les appelle les handicapés normaux, vous voyez, comme vous et moi, à côté de nos comédiens qui sont les handicapés mentaux, c'est une sorte de petite blague qu'on fait, mais on se rend compte qu'effectivement pour un artiste classique, on va dire, être présent sur scène à côté d'un acteur handicapé, c'est très difficile parce que cette présence interroge énormément ce qui fait l'art de l'acteur, ce qui fait la présence de l'acteur. D'ailleurs, c'est pour cette raison que depuis 3 ans, les élèves de l'école du Théâtre national de Bretagne à Rennes ont comme intervenant Madeleine Noir, notre metteur en scène, qui vient avec les acteurs de Catalyse. Donc, pendant 3 ans, les élèves de l'école du TNB ont une pratique régulière avec nos interprètes. Et voilà, c'est pas facile pour un artiste classique d'exister sur scène à côté de ses corps singuliers. Je suis entièrement d'accord. Ouais, pour aller dans ce sens-là aussi, effectivement, nous, on a la chance de travailler avec donc Méléane, une comédienne extérieure au Cercle Carré, mais qui est une comédienne associée au projet depuis 2015. Et donc, une des remarques que j'aime beaucoup après les spectacles de la part du public, c'est quasiment à chaque fois, on nous demande, mais il y a combien de comédiens en situation de handicap sur scène? Les gens savent juste qu'il y a de la mixité, mais ils ne savent pas. Et je trouve que ce commentaire, c'est pour moi le meilleur commentaire qu'on peut me faire après un spectacle. Après, on a aimé ou pas aimé la touche artistique ou le spectacle, on peut ne pas avoir aimé la forme artistique, mais en tous les cas, dans le projet, et dans le projet inclusion et professionnalisme, je trouve que cette question est, en tous les cas pour moi, hyper importante et j'aime beaucoup ce commentaire. Mais je suis d'accord avec toi, Thierry, que c'est un vrai talent d'accepter d'être, en tous les cas, Méléane avec nous, d'accepter d'être seul en scène avec 5 ou 6 comédiens du Cercle Carré. Et c'est une vraie performance, et, une vraie ouverture d'esprit, en tous les cas, d'accepter ça et de pas chercher à se mettre en avant et de se fondre au collectif. Et c'est vrai que dans notre histoire, nous, en fait, Méléane est arrivée en 2015, un peu par hasard, parce que du coup, elle est venue faire un remplacement, parce que sur notre première créa, il y a quelqu'un de chez nous qui est tombé malade très rapidement sur la période de création, et on n'avait pas tellement d'autres solutions que d'aller chercher une comédienne ou un comédien à l'extérieur. Et donc, on avait rencontré Méléane 10 ans auparavant, et on a gardé contact, et elle a accepté le challenge. Et une des craintes de nos metteurs en scène, c'est de dire mais comment je vais lui faire une place sans qu'elle prenne toute la place sur scène et comment on va faire pour trouver un équilibre. Et c'est vrai que grâce à Méléane et comment elle s'est fondue dans le projet, eh bien l'équilibre aujourd'hui me paraît trouvé et sa présence à l'inverse aussi nous a permis de monter aussi un peu entre guillemets le niveau de formation qu'on a pu apporter aussi aux comédiens. Donc il y a vraiment un bel équilibre, mais c'est à la fois pas simple, ouais, et c'est à la fois une richesse quand ça marche. J'aimerais compléter un petit quelque chose par rapport à la recherche, parce que souvent, lorsqu'on parle de recherche, on a l'idée que les chercheurs arrivent, ils nous disent quoi faire un peu, dans quel cadre. Et dans notre cadre à nous, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que nous, ça fait des années qu'on fonctionne, et les chercheurs viennent et observent ce qui se passe, et à partir de là, on tire des conclusions, des effets et des éléments. Donc c'est très intéressant, ça nous oblige
à rien d'autre que d'être nous-mêmes dans cette rencontre-là. Et si je filme toutes les interventions, c'est vraiment pour le côté très spontané, être vraiment dans le moment présent et avoir l'assurance de pouvoir revoir après ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et dans la production qu'on vient de finir avec 40 artistes sur scène, dont des chanteurs d'opéra professionnels, des choristes, il y avait la troupe de théâtre, c'est vraiment un opéra, donc troupe de théâtre, danseurs, musiciens, percussionnistes, et on n'est pas dans le jeu de percussion à taper pour taper, c'est vraiment des structures, il y avait comment dire, des partitions qu'il fallait respecter, donc c'était vraiment, on peut être dans le professionnel, puis être différent, peu importe la différence, je pense que ça c'est clair maintenant, mais maintenant c'est comment la société peut s'ouvrir à ça, et c'est ce qu'on fait ensemble, je crois, quelque part aussi, et de plus en plus, ça répond, au-delà de répondre à un besoin d'une personne différente, ça répond à un besoin d'une société avant tout. Moi c'est comme ça que je le vois, je me permets de vous le partager. Je suis pas en train d'aider un autiste ou quoi que ce soit. Moi, je fais ce que j'aime dans la vie en tant qu'artiste et je le fais avec ce monde-là en plus et ceux qui n'ont pas d'handicap non plus ou qui sont aussi intéressés par cette démarche. En tout cas, bref, voilà mon ouverture et mon mot de la fin. Parfait. Vous avez d'autres mots de la fin ou on termine réellement? Non, juste pour dire qu'on est vraiment content de cette belle énergie qu'on trouve entre voilà, tous ces intervenants. On s'est rencontrés, pas encore en vrai, physiquement, avec vous, mais on sent voilà, qu'à plusieurs, on va plus loin. Et je sais que il y a certains que nous avons rencontrés récemment et qui sont derrière leur écran et qui nous écoutent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a tous la même envie, faire bouger les choses. La pratique pour tous, la culture pour tous. Et je pense que, voilà, comme tu le disais au début de ce webinaire, c'est le premier d'une longue série et la prochaine fois, on sera autour d'une table et on pourra se toucher et on pourra peut-être pratiquer même ensemble. Danse, musique, théâtre et on a bien retenu l'invitation, Mohamed, au Québec et on se le note quelque part déjà dans nos agendas. Avec grand plaisir, on va monter des projets. On a eu une dernière question in extremis, si vous voulez y répondre peut-être au cercle carré et puis après on devra arrêter les questions parce qu'il est bientôt l'heure. Pensez-vous que les compétences professionnelles en ESAT doivent être adaptées à celles du milieu ordinaire? C'est une vaste question, alors peut-être que vous pourrez prendre contact avec la personne directement aussi, mais voilà, en 2 mots de votre expérience. Ça renvoie un peu à ce que disait Thierry sur la question de la formation. Effectivement, à l'avenir, quel type de formation on va pouvoir apporter au-delà d'expériences et de rencontres, comment on va dire, de projets un peu isolés qui ont grandi et bien grandi, mais comment on ouvre vraiment la question de la formation et des cycles de formation sur des métiers artistiques aux personnes qu'on accompagne en ESAT. Ça, c'est une vraie question pour l'avenir, effectivement. Oui. Et oui, il n'y a pas de raison. Dans tous les métiers aujourd'hui, on a comment dire, le dispositif différent qui est compétent, qui est un des dispositifs de reconnaissance des acquis d'expérience. Je pense qu'il y a des choses aussi à penser dans notre domaine et à inventer certainement. Ce que je rajouterais, c'est que, en fait, si vous prenez toutes ces pratiques, elles ont une particularité, c'est qu'en fait, elles sortent immédiatement des murs de l'ESAT parce qu'il s'agit de monter sur scène. Donc, a priori, la scène est un milieu ordinaire, en fait. Oui, on le voyait dans le reportage tout à l'heure. Vous avez convié pour vous rejoindre un metteur en scène, une interprète. Et en fait, c'est un petit laboratoire, une sorte d'ESAT hors les murs, qui est sujet de réflexion et qui amène effectivement à sortir des murs institutionnels classiques. Et je pense que ça dessine incontestablement quelque chose qui sera utile à d'autres ESAT qui ne sont pas forcément des ESAT culturels. Et ça, c'était tout de suite ce que nous, on a vu au tout début, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on allait répéter dans des théâtres. Les théâtres appréhendaient énormément notre arrivée parce qu'il y a 25 ans, c'était des mondes très cloisonnés.
je le dis souvent, mais on avait du mal à réserver un restaurant, un hôtel. Hein. Souvent, on me disait, non, on n'accepte pas les personnes handicapées. Bien sûr, aujourd'hui, le monde a changé. C'est plus acceptable de se voir opposer ça. Mais voilà, le fait d'aller travailler dans des théâtres, c'était travailler avec des techniciens, des interprètes, des metteurs en scène qui sont du monde ordinaire. Et donc, effectivement, un peu nous tous, là, dans notre expérience, on expérimente ça. Et ça, on a besoin de former nos interprètes, mais peut-être aussi qu'on a une expérience à transmettre au milieu médico-social de cette pratique, voilà, la banalité de la recherche et de la création qui a fait qu'on a inventé, sans s'en rendre compte, une pratique ordinaire. Voilà. Oui, c'est ça. Et que le terme inclusion, qui est assez nouveau ou assez récent dans le vocabulaire du médico-social, il est évident dans ces projets-là depuis très longtemps, en fait. Enfin, depuis que Thierry, vous existez. L'inclusion, ça va de fait, en fait, quand on est sur des projets comme ça. On ne travaille jamais dans les murs de l'ESAT. Donc, voilà. C'est marrant, si je permets, mais bon, à la fin, des fois, des tas de choses. Mais moi, j'ai du mal avec le terme. C'est-à-dire que… Oui, mais je n'aime pas non plus. Hein. Bah voilà, parce que, dans le fond… il dit, parce que c'est ça l'histoire du Centre national. Nous, on n'arrête pas de le répéter. Nous, on ne revendique pas une expression artistique qui serait à côté. Nous, on pense qu'elle est au cœur. Elle est même, pour beaucoup d'artistes, elle est essentielle, dans le sens où ils viennent regarder ça, parce que ce que je disais tout à l'heure, ils viennent regarder vraiment quelque chose d'assez authentique dans l'acte de création. Et je crois qu'effectivement, on est plus… ces pratiques sont au cœur de la société, donc ils n'ont pas, a priori, je n'ignore pas hein, les difficultés d'accessibilité physique au lieu et d'autres formes d'accessibilité, mais c'est peut-être ça la grande révolution dans les années à venir, parce qu'on ne parlera plus d'inclusion. Oui, c'est ça. En conclusion, je dirais qu'on a tous très envie de continuer à en discuter. Ça, je crois que c'est certain. Donc, évidemment, comme le disait Sabrina, c'est le début d'une longue collaboration. Donc, j'espère qu'on pourra aussi, à vous qui ont participé à ce webinaire, qui ont été inscrits à ce webinaire, qu'on pourra vous proposer des événements pas sur le web, des événements où on se rencontre et où on vous rencontre aussi. En tout cas, merci à tous de votre participation. On a tenu le timing en plus, donc bravo à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser tous les commentaires que vous voulez sur l'enquête de satisfaction quand vous quittez ce webinaire. C'est important pour nous d'avoir vos retours et puis voilà, d'avoir vos impressions sur ce qui s'est dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, au revoir du Québec. Merci à tous. Au revoir. Bye bye. Merci. Ciao, ciao.